Il faut rencontrer son premier degré pour être drôle, c'est-à-dire qu'on ne peut pas, surtout pas être spectateur de soi-même et que souvent les personnages qui sont drôles à l'intérieur, ils vivent des petites tragédies. Okay. Donc il faut se rapprocher de la tragédie de son personnage pour pouvoir être drôle. Salut, c'est Augustin, je suis avec Marina Foïs qui présente La femme la plus riche du monde cette année au Festival de Cannes. Salut Marina. Salut. Merci d'être avec nous. Pour que les choses soient très très claires, la femme la plus riche du monde, c'est pas vous. Non. Je vais le devenir. Votre personnage va le devenir, Oui. Effectivement. Oui, pas moi. En l'occurrence, le personnage, la femme la plus riche du monde dans le film, c'est plutôt cette variation sur Liliane Bettencourt que propose Isabelle Huppert. On sait que vous êtes très attentive au métier d'acteur, c'est ce que j'aime bien, moi, chez vous, personnellement. Qu'est-ce que vous admirez, qu'est-ce que vous regardez dans le travail d'Isabelle Huppert? Alors, sur le plateau, j'ai tout observé à la loupe. Il se trouve que je la connais déjà, je l'aime beaucoup dans la vie, je l'aimais énormément comme actrice et je n'ai pas été déçue de la rencontre, ce qui peut arriver. Un mythe, il faut le laisser... les mythes et les fantasmes, il ne faut pas aller... Bon, eh bien, elle, la rencontre avec la réalité s'est faite merveilleusement. Je l'ai bien observé travailler, mais quand j'ai vu le film, ce que je trouve prodigieux, c'est qu'au fond, on n'arrive pas à la suivre, le personnage. On ne peut pas anticiper sur ce qu'elle va vivre, ce qu'elle va ressentir et ce qu'on va découvrir d'elle. Et ça, je trouve ça prodigieux, ce qu'elle arrive à faire. Ces personnages sont... Et encore plus dans ce film-là, et il y a toujours une bonne dose d'opacité, de mystère qui rend extrêmement sexy, qui fait qu'on est accroché à elle. Ça veut dire que tout est intériorité dans son jeu, en fait. C'est une reine de l'incarnation, ça oui, et puis elle a une grande... Je pense que ses émotions ne sont pas du tout théoriques. Pourtant, c'est quelqu'un de cérébral, de cultivé, c'est une femme qui pense, qui lit, qui écoute, qui regarde, évidemment. Mais je crois que dans son jeu, elle laisse une belle part au corps, à l'imprévu, à la vie, à la réalité, à l'incarnation. En tout cas, la femme la plus riche du monde, c'est un film d'acteur. C'est un film où on voit surgir des vraies performances, hein, et notamment de comédie. Et ça m'intéresse de vous entendre sur les rouages de la comédie, vous qui connaissez ça très bien et qui est assez technique. Quel travail est-ce que c'est pour vous que de faire rire ? Comment vous faites ? C'est très difficile, j'imagine qu'il faut rencontrer son premier degré pour être drôle. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, surtout pas être spectateur de soi-même et que souvent les personnages qui sont drôles à l'intérieur, ils vivent des petites tragédies. Okay. Donc il faut se rapprocher de la tragédie de son personnage pour pouvoir être drôle. Après, le ton du film, souvent c'est quelque chose qui n'appartient pas complètement aux acteurs. Je ne suis pas sûre qu'il faille avoir une conscience totale ni du genre ni du style. C'est pas quelque chose à produire, c'est quelque chose qui appartient au film. Et il faut se fondre dans quelque chose qui produit cet effet-là. Vous voulez dire que c'est autant le réalisateur que le monteur, que tous les autres acteurs Ça arrive déjà dès l'écriture. Et puis c'est vrai que c'est une question de rythme global, de point de vue, de comment la caméra va s'attarder sur ce détail. J'imagine que dans l'art du comique, il y a aussi le contretemps est très important. Oui. Le regard, l'écoute, la réception, plein de choses qui appartiennent pas complètement à l'acteur. Et je me demande au fond si le travail de l'acteur dans la comédie ou dans le drame, c'est pas presque le même en fait. C'est une forme de premier degré. Qu'est-ce que vous saviez de l'affaire Bettencourt avant d'entrer dans ce film, avant d'accepter ce projet ? J'en savais pas grand-chose, sauf que ça pose des questions morales auxquelles je n'avais pas la réponse, moi, en écoutant l'histoire comme ça, de loin. Et quand je vois le film, je n'ai pas non plus... c'est un film sur des gens amoraux, qui a l'avantage de nous poser à nous, qui sommes spectateurs, la question de notre propre moralité. Ouais. Est-ce qu'on aura la réponse ? Elle pose beaucoup de questions. Je ne suis pas sûre qu'il y ait une grosse réponse univoque qui soulage tout le monde. Je ne suis pas sûre. C'est intéressant de vous entendre avoir une lecture politique, sociale, aussi de cette affaire, de ce film, de votre regard aussi sur ce qui a été quand même une grande actualité. Moi, la question que je me pose, c'est quand vous acceptez un projet, quand vous lisez un scénario, est-ce que ça relève de plus en plus d'une forme d'engagement de votre part ? Je ne dirais pas de plus en plus. Je crois que le cinéma, il est toujours un petit peu politique. Ce qu'on décide de montrer, comment on décide de le montrer, c'est quand même... Moi, il y a des films qui me déplacent. Je ne pense plus pareil après les avoir vus, parce que le film m'aura montré des gens que je ne connaissais pas, pour qui je vais avoir une empathie nouvelle, différente. Donc... c'est forcément un petit peu politique. La question, c'est aussi le temps qu'on prend pour faire ce film. Si jamais c'est trop vite, c'est une question que vous devez vous poser. Ah aussi, oui, par exemple, je crois pas qu'il y ait eu de film sur les attentats sur le Bataclan l'année qu'on a suivi. Il y a des éléments qu'il faut quand même
parce qu'il il faut trouver un point de vue, il faut trouver un axe. Donc Mais ça, par c'est le exemple, temps de la réflexion. On peut pas être complètement guidé par l'émotion. Par exemple, un film sur les procès de Mazan, vous pourriez incarner Gisèle Pellico, ça pourrait vous intéresser? Alors, le procès de Mazan, il faudrait qu'on me montre un film qui me raconte plus que ce que j'ai lu dans la presse Ouais. ou ce que j'en ai perçu. Mais je pense que c'est un mouvement, c'est un moment, ce procès-là, c'est un moment de justice, c'est un moment de société qui a été très important. Gisèle Pellico, c'est un espèce de personnage. Avec ce procès, j'allais dire grâce à ce procès, mais je veux dire avec ce procès, on a eu une image très concrète de ce que c'est que comment dire, de la banalité du viol en fait, de cette idée que les féministes, les militantes, elles nous le racontent depuis des années. Le viol, ça concerne, c'est tous les milieux, c'est tous les âges, c'est tout. Enfin, c'est une histoire systémique. C'est pas une histoire individuelle, c'est pas une histoire de monstre qui tout d'un coup. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Ce procès-là, il nous raconte ça très bien. Je vois pas qui peut faire semblant de pas avoir compris. Et qu'est-ce que le cinéma peut truc-là. apporter, justement? Qu'est-ce que l'adaptation, l'incarnation, justement, de... Le cinéma apporte beaucoup de choses. Le procès Pellico, pour le moment, il se sert à lui-même. On verra bien ce que le monde en fait. C'est ça. Là, on a eu l'occasion d'apprendre beaucoup de choses et de comprendre beaucoup de choses. Et surtout, ceux qui n'ont pas l'oreille de féministe ou le réflexe, cette lecture-là du monde, je pense que beaucoup de gens ont eu l'occasion de changer son regard sur ces faits-là que dénoncent les filles depuis des années dans le silence. C'est l'occasion d'un peu moins silencier les choses. Est-ce que la société va s'emparer de ce moment et en faire quelque chose? Après, le cinéma, moi, je considère qu'il a tous les droits, parce que c'est raconter quelque chose autrement. Et c'est un peu déplacer la caméra. La caméra de la presse, elle est posée à un endroit qui est beaucoup plus factuel. Le cinéma, il peut faire plein de choses d'une histoire. Vous vous êtes notamment prononcé sur la question des violences sexistes et sexuelles au cinéma. Qu'est-ce qui vous a intéressé dans cette commission d'enquête dont on a beaucoup parlé? Qu'est-ce qu'elle a fait surgir? Moi, j'ai vu le film de Christine Angot l'année dernière. Et j'ai compris une chose que je savais déjà, c'est que nous ne sommes pas prêts à recueillir ces récits. On n'a pas envie, par flemme, par lâcheté, par douleur, par honte, peu importe. Et pas plus les hommes que les femmes, pas plus les féminines. Moi, je pense qu'on m'a raconté plein d'histoires que j'ai oubliées, parce que c'est plus confortable de les oublier, parce que je ne suis pas capable de vivre toute la journée avec ces récits-là, parce que c'est lourd, parce que c'est douloureux, parce que c'est désespérant, et que c'est un phénomène global et on a tous une responsabilité, presque de chaque minute, à être capable d'écouter, d'entendre, d'embrasser, de porter. Voilà, donc je crois que les choses bougent. Je ne peux pas penser autrement. Et je crois que le travail est encore à faire. Merci Marina Foïs. Bah, de rien.